Donc cette question est la suivante. Cette première question que je cherchais pour débuter cette vidéo, c'est la suivante. Voici la question qu'il faut que vous vous posiez. Pourquoi le christianisme, au départ, à Rome, les premiers chrétiens, qui véhiculaient la parole du Christ la plus originale, la plus radicale, pas au sens d'extrémisme, mais de radicale au sens de racine, la plus proche chronologiquement du Christ, la moins altérée, la moins travestie, la moins déformée, la plus pure par rapport à ce qu'il a réellement dit. Pourquoi cette parole, à un moment donné, est un problème d'une importance vitale pour l'État, enfin pour l'État romain et même l'État actuel, tous les États. Le Christ est un problème pour tous les États. Pourquoi à ce moment-là, aux premières heures du christianisme, il faut persécuter, donner les chrétiens à manger aux lions dans les arènes, en faire un spectacle, les humilier et les exécuter de la pire des manières? Et le mode d'exécution le plus atroce dit à quel point c'est un problème. Ce que vous dites, premier chrétien, est un problème. L'inhumanité de la méthode d'exécution dit la grandeur de la subversion de la parole qui est portée. Un fou qui dit des bêtises sans que ce soit subversif, on le laisse parler, ça pose pas de problème. Sa parole s'auto-invalide parce qu'il dit n'importe quoi, tout le monde le connaît. Mais quand vous avez une parole qui porte, qui fait sens, là vous avez un sérieux problème. Et il faut absolument empêcher cette personne de parler et dissuader tous les autres de prendre ce chemin. Donc pourquoi à ce moment-là, la parole du Christ est un problème et qu'il faut persécuter ceux qui transmettent cette parole? Et pourquoi très peu de temps après, 3 siècles après, en 313, Constantin se convertit, Constantin, empereur de Rome, hein, l'empereur, le chef de l'État. Vous avez l'État qui est au-dessus de tout, de l'ordre marchand, c'est lui qui l'organise, c'est l'outil principal de coercition, de modelage de la pensée, enfin il y a tout l'arsenal étatique qui est là pour tordre le bras à l'humanité pour que le chemin soit dégagé, pour que la marchandise passe à tout prix. Pourquoi est-ce un problème à ce moment-là, au début, et pourquoi Constantin se convertit au christianisme? Et pourquoi, 80 ans plus tard, Théodose Ier, non seulement adopte la religion catholique, enfin chrétienne, et en fait la religion d'État, en fait une religion obligatoire, et persécute les anciens cultes païens. Donc la question, ce que je dis est incontestable. Si vous avez des doutes ou si vous le découvrez, faites des recherches. C'est le point de départ. Hein. Mettez sur pause si vous avez le moindre doute parce que on va passer d'étape en étape. Donc ne continuez pas la vidéo si vous ne validez pas ou si vous voulez avoir des confirmations de ce que je dis. Hein. Donc pour faire simple, et je prends un peu de temps parce que c'est d'une extrême importance, pourquoi le christianisme est un problème à un moment donné pour l'État et pourquoi est-ce que c'est une solution à un autre moment? Voilà la question qu'il faut garder en filigrane de cette vidéo. Et à la fin, je vous délivrerai la solution, à moins que vous l'ayez trouvée. Parce qu'en fait, c'est assez simple. Mais je ne vous le dis pas tout de suite. Voilà, donc j'ai fait une première arborescence avec cette question qui reste en suspens. Quand je me suis posé la question de comment aborder cette vidéo, quels sont les chemins que je vais emprunter, il y avait cette question, première porte que j'ouvre. Et je pense que je ne peux pas faire autrement que de vous inviter à m'écouter sur un discours, sur un déroulé d'histoire de longue durée. La longue durée, c'est quoi? C'est remonter très 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 loin en arrière. Et d'ailleurs, allez, je vais encore tacler l'école, parce que l'école m'a fait tellement de misère que je ne rechigne pas à renvoyer des coups 50 ans après. À l'école, vous apprenez, par exemple, puisqu'on parle d'histoire, hein, de longue durée d'histoire, on nous a appris qu'il y avait la période préhistorique et la période historique. Donc la question, c'est pourquoi y a-t-il une limite
Pourquoi y a-t-il un moment, une période immensément longue? Tout ce qu'il y a avant le néolithique, c'est des milliards d'années, enfin des milliards d'années, des millions d'années, si on ne prend que la partie où il y a eu de la vie. Des millions d'années où il n'y avait pas d'histoire. Pourquoi à un moment donné, sur une très très longue période où il y avait du vivant, il n'y avait pas d'histoire? Et pourquoi à un moment donné, il y a une histoire? Alors à l'école, on vous dit, oui, il y a la préhistoire, et puis après, vous allez suivre des cours d'histoire, on va vous expliquer le déroulé de l'histoire, on va vous raconter une histoire. Ça, on vous le dit, qu'au néolithique, il y a une césure. Pas d'histoire avant, de l'histoire après. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est pourquoi. Pourquoi on vous dit, en gros, il y a 5000 ans, il y a cette césure. Alors, moi, je vais essayer de vous l'expliquer avec des termes simples. Je n'ai pas fait d'études, hein, c'est juste une pensée. Alors, ceux qui sont issus de l'académie, qui sont diplômés, qui vont trouver à pinailler sur ce que je dis, sur une date, sur un événement, sur une analyse, passez votre chemin. L'académie n'a rien à faire là. Allez voir ailleurs si j'y suis. Je suis juste quelqu'un qui pense, qui partage quelque chose. Et puis si vous voulez me transmettre quelque chose, il est trop tard. J'ai passé 20 ans, 25 ans à l'école, c'était à ce moment-là qu'il fallait faire passer les messages. Il est trop tard maintenant. Et si vous n'avez pas passé ces messages, si vous n'avez pas délivré toutes ces informations que je vais délivrer maintenant, c'est que vous n'aviez pas à le faire. Parce que vos directives vous empêchaient de le faire. Alors moi je vais le dire. C'est mon interprétation personnelle. Avant le néolithique, avant la révolution néolithique, et on verra ensuite de quoi il s'agit, il n'y avait pas d'histoire parce que le vivant se renouvelait identique à lui-même en harmonie avec les lois naturelles. Les animaux, les végétaux se renouvelaient de génération en génération de la même manière. Chaque génération animale, chaque génération végétale se reproduisait identique à elle-même et le monde restait intact. Le paradis originel, la naturalité du monde était éternellement renouvelée, identique à elle-même. Donc quand on est dans l'identique à elle-même à travers le temps, il n'y a rien à raconter, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'histologie, il n'y a pas de millefeuille, il n'y a pas de superposition d'événements différents à superposer. Si vous superposez une histoire, histologie, on superpose des feuilles et la superposition des feuilles n'a de sens que si ces feuilles sont différentes, si elles disent quelque chose de différent à chaque fois. Mais si il n'y a pas de différence dans les événements, si tout se renouvelle identique à lui-même éternellement, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est très important à comprendre. Maintenant, pourquoi au Mésolithique, il y a 5000 ans, et encore, je dis il y a 5000 ans parce que je m'appuie sur le discours officiel, mais enfin, je peux le dire maintenant, c'est pas il y a 5000 ans le Mésolithique. Il y a encore des communautés primitives qui n'ont pas fait leur révolution néolithique en Amazonie. Par exemple, les Piraha, vous pouvez regarder, il y a un travail d'un monsieur qui a fait un excellent travail en allant au contact de ces communautés en Amazonie. Les Piraha, le long du fleuve Amazone, ou un de ses affluents, ces gens-là ignorent l'agriculture, ignorent le stock, ignorent le compter, ignorent le raconter, ignorent Dieu, et ils n'ont pas fait leur révolution néolithique. Et ils continuent à reproduire leur mode de vie identique, éternellement, et il n'y a pas d'histoire. Aujourd'hui, c'est moins vrai parce qu'on leur a amené les boissons gazeuses, la radio, la télévision, les t-shirts avec des grandes marques américaines marquées sur les t-shirts. Enfin bon, voilà, les derniers à avoir résisté à l'ordre marchand sont en voie de disparition.
ils vont être dissous comme nous l'avons tous été. Et ça, je fais juste un petit aparté. Là où il y a quelque chose de malhonnête quand on vous dit que la révolution, enfin que le néolithisme, la révolution néolithique a eu lieu il y a 5000 ans, c'est faux. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé il y a 5000 ans à certains endroits. Mais ça a mis 5000 ans jusqu'à aujourd'hui pour coloniser toute la Terre. Donc ça ne dit pas bascule magique du jour au lendemain, c'est génial, on a inventé la lumière il y a 5000 ans et on est passé d'un mode de production à un autre mode de production. Non. Si ce mode de production capitaliste de la marchandise toute puissante a mis 5000 ans pour coloniser la Terre, alors que c'est, d'après ce qu'on nous dit, formidable. Le monde dans lequel nous vivons, de la marchandise, de l'abondance marchande, c'est tellement génial, mais comment se fait-il que ça n'a pas colonisé la Terre en 5 minutes? Ça a mis 5000 ans. Et 5000 ans avec des résistances acharnées des hommes, contrairement à ce qu'on nous explique aujourd'hui. Notamment en Europe, notamment en France. L'homme en France n'a cessé de résister à l'avancée de la marchandise, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire, en disant que nous l'appelons de nos voeux, nous la voulons, il n'y a pas moyen de vivre autrement, c'est les richesses, même sur TikTok, comment faire des millions, comment gagner de l'argent, comment collectionner les voitures, en avoir toujours des plus chères, il y a des vidéos, il y a des gens qui vous font des vidéos, des gens qui ont 30 ans, qui sont encore à vous parler de petites voitures, avec un âge mental d'un garçon de 5 ans. Et les voitures à 1 million d'euros, et les voitures à 100 millions d'euros, mais ça relève de la pathologie mentale. C'est comme les gens les plus riches du monde qui continuent à... Ils ont déjà une montagne d'argent qu'ils n'arrivent même pas à estimer eux-mêmes, ils la mesurent même pas tellement c'est astronomique, mais ils en veulent toujours plus, mais c'est de la pathologie mentale, ce sont des fous furieux. Ce sont des fous furieux. Quand on a des milliards à la banque, on passe encore des journées au bureau à donner des directives pendues au téléphone. Faites ci, faites ça, achetez, vendez, on va faire ci, on va faire ça. Mais vous êtes des malades mentaux. Il faut vraiment être dans une misère humaine abyssale pour pouvoir continuer à accaparer le monde et les richesses, enfin ce que vous appelez des richesses matérielles. Vous voyez, j'ai fait une digression, je ne sais plus où j'en suis. Oui, je vous parlais de la révolution néolithique. Mais n'oubliez pas, notamment français, l'Europe, mais la France notamment. Les jacqueries paysannes. C'est quoi? Les croquants, les sans-culottes, la fronde, les camisards, les Vendéens. 1815, 1848, 1870, Commune de Paris. Et partout. Commune de Berlin, 1919, Budapest, 1956, les Soviets, Kronstadt, 1921. Les Soviets, c'est pas rien à voir avec les Soviétiques. Les Soviets, c'était des villageois qui disaient « Ici, la terre donne tout, foutez-nous la paix. Moscou, go home ». Ben, la posture soviétique financée par les capitaux américains, on vire Nicolas II, on massacre le papa, la maman, les petits-enfants. Comme ça, contre un mur. Hop, ça dégage. Et les banques financent les bolcheviks. Et en France, il y a des gens, enfin, j'ai pas... toute l'après-guerre, qui nous ont expliqué que l'URSS c'était sympa, c'était super, c'était génial, ils faisaient des voyages, là, tous les gens engagés, qu'on disait engagés, là, les chanteurs, les comédiens qui allaient en Union soviétique, en disant que c'était génial. Mais les soviétiques n'ont rien à voir avec les soviets. Qu'est-ce qu'ils ont fait les soviétiques? Ils ont massacré les soviets. En France, les Français se sont toujours battus pour qu'au niveau communal, pour que la commune vive comme une commune. Oui, dites-moi, comment se fait-il que le point de départ ou le prétexte, enfin le premier engrenage qui a mis en mouvement la Révolution française, c'était les cahiers de doléances. Vous vous souvenez, les cahiers de doléances? Les représentants locaux sont montés à Paris avec sous le bras des papiers où les Français avaient noté leurs doléances. Comment se fait-il que quand vous tapez
carnet de doléances sur Internet et il n'y a rien qui sort. Pourquoi est-ce que quand un Français veut faire une recherche et savoir quelles étaient les préoccupations des Français en 1789, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ces écrits-là? Aucun. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver, je ne trouve rien. Enfin, on en trouve un, mais enfin, c'est écrit, c'est illisible. Non, non. Mais parce que c'est subversif, les cahiers de doléances. Les cahiers de doléances, ce que demandaient les gens, c'était leur attachement aux communaux. Parce que les terres étaient inaliénables. La commune, c'était une propriété privée, collective, avec les forces d'argent qui se mettaient en mouvement, les gens qui avaient de l'argent achetaient des terres, mais les gens dans les villages, ils s'en foutent d'être propriétaires de la terre, ils sont là, ils sont à l'ombre du clocher, il y a les vaches, il y a les animaux, il y a la végétation, la terre donne tout. Ils n'avaient pas la pathologie mentale de l'appropriation. La terre, elle est là, tout jaillit avec le soleil et l'eau et l'humus. Quel sens ça a à ce moment-là d'être propriétaire, d'avoir un acte de propriété? Il faut être un malade mental. Ce que je veux dire, c'est que quand vous vous immergez dans la situation des gens de l'époque, dans le monde rural, de la paysannerie, mais on se contrefout d'être propriétaire de la terre. L'idée ne vient même pas. La terre est inaliénable. Regardez Little Big Man avec Dustin Hoffman. À la fin, le vieil Indien qui a vu toute sa tribu décimée, il dit « Mais pourquoi l'homme blanc a besoin de s'approprier la terre ? Pourquoi l'homme blanc a besoin de s'approprier, sa propre mère nourricière ?» Ça n'a pas de sens. Et dans les cahiers de doléances, ce que les Français ont dit et qu'on ne trouve pas aujourd'hui étrangement, c'est « Nous sommes attachés à la terre inaliénable, elle appartient à personne, elle appartient à tout le monde ». Sauf que les forces d'argent se sont mises en mouvement depuis des années et des années, et il y a eu des parcelles petit à petit grignotées par les gens qui ont acheté. Voilà, comme aujourd'hui on donne des autorisations de construire sur des zones inondables. Voilà, vous voyez, je fais ce parallèle-là. C'est inondable, on sait que les gens vont mourir tôt ou tard à cet endroit-là. Ou que les biens construits, tout ce qui va être bâti ici, va être détruit tôt ou tard, puisque c'est inondable. Et ben non, les forces d'argent font, allez, j'ai pas vu, machin, hop, un petit permis de construire, parce que permis de construire, tu vas bâtir, voilà, puis tu vas acheter des matériaux, tu vas faire travailler des gens, et c'est du PIB, et du PIB, et du PIB, voilà, donc... Mais c'est pareil, les mêmes forces d'argent ont acheté de la terre, donc la propriété privée a grignoté la terre inaliénable, contre la volonté des gens qui étaient là. Et à la fin, au XVIIe, au XVIIIe, ils en étaient plus qu'à dire, mais laissez-nous une partie. Laissez-nous une partie. La partie qu'il fallait laisser inaliénable, invendable, inappropriable, ça s'appelait les communaux. Ça c'est pareil, c'est un truc que vous ne trouverez pas dans les manuels d'histoire. Les communaux, c'était des endroits qui restaient jusqu'à la Révolution française, qui les a abolis. Des terres inaliénables. Vous n'aviez rien. Vous étiez né sans le sou. Mais vous aviez quand même une pâture pour mettre une vache, une chèvre ou planter trois rangées de carottes. Vous pouviez vivre dignement de votre travail de paysan, même si vous n'aviez pas de terre. C'était possible. Comme un oiseau va prendre une graine, prendre un verre, manger un verre et prendre une gorgée d'eau dans une rivière ou une mare ou une flaque d'eau. Allez expliquer à l'oiseau qu'il y a des oiseaux riches qui se sont appropriés la mare d'eau et qui ne peuvent plus prendre de l'eau dans la mare et qu'il est obligé d'être salarié dans une usine pour pouvoir avoir une valeur d'échange qui va pouvoir monnayer contre la possibilité d'accéder à cette flaque d'eau. Mais c'est un monde de dingue. Je digresse. Donc, la trahison a consisté en quoi ? De récupérer les cahiers de doléances où les Français manifestaient leur attachement à leur vie ancestrale en harmonie avec la nature, qui donne tout, l'inaliénation de la terre nourricière. C'est ça qui était marqué. Et l'attachement au roi. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure aussi, je fais une digression.
Au niveau féodal, il y a eu un contrat social qui s'est établi. On dit, ouais, mais vous vous rendez compte, les paysans, au Moyen-Âge, ils travaillaient, corvéables à la merci par le seigneur, etc. Mais vous croyez vraiment que vos ancêtres étaient abrutis à ce point-là? Enfin bon, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, c'est tellement débile que je ne vais même pas argumenter. Bien, donc je suis parti sur une arborescence et j'aimerais revenir maintenant à ce qui s'est passé techniquement au néolithique. Parce que la révolution néolithique, c'est vraiment le cœur nucléaire de la compréhension de tout ce qui se passe dans le monde depuis toujours et pour toujours. C'est un point de bascule, c'est le centre de gravité de toute compréhension. Alors, je vais l'expliquer en y allant doucement et en faisant attention de bien choisir mes mots et que ce soit vraiment compréhensible, même pour ceux qui sont de mauvaise foi et qui m'attendent au tournant de la contestation. Je vais essayer d'être le plus factuel et le plus clair possible. Les hommes ont vécu dans un monde où la nature donnait tout gratuitement. Et même le mot gratuit ou payant n'existait pas. Ils vivaient dans un monde d'abondance. Bien sûr, il fallait marcher. Il fallait marcher peut-être 5 km, 10 km, 15 km sur les sentiers, dans les plaines, pour aller cueillir, récolter et chasser. Donc la nature donnait tout, à condition qu'on se donne la peine de chasser et cueillir, et donc de marcher, de se déplacer. C'était comme ça. La nature était mère nourricière, généreuse, et nous vivions dans un monde d'abondance. Donc ça, j'insiste bien sur ce point, parce que l'Académie vous explique que, en gros, avant l'avènement du monde marchand, il y avait pénurie. C'est faux. C'est aujourd'hui qu'il y a pénurie. Il y a une pénurie organisée. Mais oui, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous vous soumettez au salariat et vous avez votre carte bleue pour transgresser la pénurie, passer outre la pénurie. Mais si vous voulez vraiment vous rendre compte que ce que je dis est vrai, déchirez votre carte bleue. Vous allez voir, le réel va vous rattraper en 5 minutes. Vous verrez ce que c'est que la pénurie. La pénurie, c'est maintenant. Sans carte bleue, sans soumission au salariat, vous êtes dans une pénurie que l'espèce humaine n'a jamais connue de toute son histoire. Parce que si vous allez passer un barbelé à une clôture, parce qu'il y a un pommier, une belle pomme qui vous tend et que vous n'avez pas mangé depuis 3 jours et que vous essayez de vous saisir, vous allez partir de là en courant parce que le propriétaire qui s'est accaparé cette terre, qui a mis des barbelés, des poteaux, des machins et qui a son acte chez le notaire, va vous donner du plomb dans les fesses en disant cette pomme elle est à moi, elle n'est pas à toi. Et que tu es faim ou pas, ça ne change rien. La pénurie, c'est ça la pénurie. C'est ça la pénurie organisée du monde dans lequel vous vivez, que vous appelez de vos voeux, que vous encensez, parce que vous considérez qu'il n'y a rien de mieux, on est au sommet de l'évolution. Non, non, on n'a jamais été aussi bas. Donc je reviens à mes moutons. Donc il fallait marcher un certain nombre de kilomètres pour remplir son panier, pour ramener juste ce qu'il faut, juste ce qu'il faut. Pas d'accaparation, pas de stock ou quelques réserves pour anticiper un hiver, mais c'était pour sa consommation personnelle. Donc pour faire simple, dans ces temps-là, avant la révolution néolithique, la nature donnait tout abondamment à tous. D'ailleurs, si c'était faux, nous ne serions pas là pour en parler. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas trop où, certains parlent du croissant fertile au Moyen-Orient, mais on n'en sait rien. Puis peu importe où ça s'est produit, tout ce qu'on sait, c'est que ça s'est produit forcément à un endroit où la terre était fertile. On a posé une graine là, on s'est rendu compte que un germe, une graine, un germe, un fruit, et bien sûr, de quoi nous nourrir. 2 graines, on multiplie par 2 la production. 10 graines, 100 graines, 1 million de graines, on multiplie la production par 1 million. Et très rapidement, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin d'être chasseur-cueilleur, il suffit d'être ici, sur cette terre, sur ce petit lopin de terre, ici, là, voilà, et que je plante mes petites graines ici, et que ça va me permettre de subvenir à mes besoins ici. Vous me suivez? C'est simple. Sauf que ça a l'air de rien. On se dit, c'est juste là. Mais tous les juste là, c'est juste là, additionner, ben aujourd'hui, vous n'avez plus aucun endroit où vous mettre, puisque tout a été privatisé. Pourquoi? Je reviens en arrière. Je mets mes quelques graines ici. Mais il ne suffit pas de planter les graines, attendre qu'il pleuve, vous les arroser et les récolter. Vous ne mesurez pas à ce moment-là la révolution
la révolution que vous venez de mettre en mouvement malgré vous, et qui va changer, qui va tout changer dans l'histoire du monde. Et déjà là, vous ne le savez pas, mais déjà là, vous avez la bourse de Paris, vous avez Wall Street, vous avez tout, vous avez la City. Pourquoi? Parce que si vous plantez quelques graines ici pour subvenir à vos besoins personnels, de votre famille élargie, du village, et cette notion de village, le raisonnement à l'échelle d'un village, ça a duré 1000 ou 2000 ans, hein, c'était très stable. Hein. Mais déjà, c'était un point de bascule, c'était déjà trop tard. C'est ça qui est difficile aussi à admettre, c'est que cette mécanique que je dénonce, c'est difficile de l'appréhender parce qu'elle se déroule sur des centaines d'années. Comme la grenouille qu'on est bouillante, vous savez, il faut attendre que la température monte, donc jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien. Donc j'en reviens à mon lopin de terre. Je plante quelques graines. Il ne suffit pas de les arroser, il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut faire attention qu'un animal ou un voleur ne vous prenne pas votre production, parce que travailler pendant plusieurs semaines pour que ça pousse et au moment de la récolte, on vous prend tout, ou quand c'est récolté, que c'est stocké, on vous prend tout. Donc il y a besoin d'une sécurisation. Donc déjà, à ce stade de la compréhension de mon histoire, il y a deux choses qui basculent. D'abord, ce lopin de terre, ce petit carré de 10 mètres sur 10 mètres, il n'est plus accessible aux autres. C'est-à-dire que votre ami, qui est encore chasseur-cueilleur, qui lui n'a pas basculé dans la révolution néolithique, lui continue à chasser-cueillir. Et jusqu'à maintenant, il pouvait aller où il voulait, il n'y avait aucune entrave. Mais là, maintenant, il va se heurter à votre petit carré. Ce petit carré, vous allez lui dire, c'est privé, ne marche pas sur mes carottes, ne prends pas mes carottes. C'est à moi. Donc, l'agriculture, même embryonnaire, même à ce stade-là, c'est déjà le début de la fin. Pourquoi? Parce que déjà, là, ça dit la propriété privée. Ça interdit l'accès aux chasseurs-cueilleurs, à l'homme. Il ne peut plus passer là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ça le message qu'on vous fait penser, hein, qu'on vous fait passer. C'est juste une justification de la propriété privée. Et on vous le vend en disant que c'est une avancée. Vous pouvez être propriétaire, c'est génial, vous avez le droit, vous êtes libre d'être propriétaire. Mais quand vous vivez l'accès à la propriété privée, vous le prenez comme un bond en avant, comme un incrément de valeur supplémentaire, comme un saut qualitatif, mais en fait c'est le contraire. C'est une privation. Parce que si vous accédez à cette propriété, vous empêchez le reste de l'humanité de pouvoir légalement mettre ses pieds à cet endroit-là. Alors tant que c'est au début, il y a 5000 ans, le petit carré de 10 mètres sur 10 mètres, ça gêne personne, c'est vrai que ça gêne personne. Sauf qu'en 2000 ans, mais il n'y a même plus un carré de 10 mètres sur 10 mètres où vous pouvez chasser et cueillir. Tout est privatisé. Il n'y a que des champs de carottes, partout, qui appartiennent à quelqu'un. Donc la propriété privée, ce n'est pas quelque chose que vous vous accaparez. À l'échelle de l'humanité, c'est quelque chose qu'on vous refuse. On vous refuse, on vous déconnecte, on vous affame. On vous déconnecte de la mère nourricière et donc on vous affame, à condition de rentrer dans le cercle infernal de la soumission à l'ordre marchand. Vous voyez la conséquence de ce geste simple, qui a l'air de prime abord anodin, les conséquences que ça a. Sur 2000 ans, nous avons, en posant cette première graine, nous avons condamné l'humanité à ne plus pouvoir être humaine. C'est d'une extrême importance. Ce que je viens d'expliquer là est d'une extrême importance. Donc, la propriété privée est une confiscation. En apparence, c'est quelque chose qu'on vous donne, que vous recevez, c'est chez moi, c'est génial. Mais en réalité, on vous déconnecte de la terre nourricière. Et c'est un crime, c'est le crime contre l'humanité. Si vous arrachez la poitrine nourricière d'une maman à son enfant, c'est le crime contre l'humanité. Cet enfant, pour renouveler la vie, doit puiser cette ressource de vie. Et là, vous séparez l'un de l'autre en disant il faut passer par la case esclavage, salariat pour pouvoir survivre. Alors qu'avant, la nature donnait tout. Je radote, je répète, mais c'est d'une extrême importance. Et ce qui est d'autant plus,
contre-intuitif, c'est que cette marche en avant de la marchandise, en apparence, elle vous flatte. Vous avez le sentiment d'aller de l'avant, que vos conditions matérielles s'améliorent, etc., etc. Mais en réalité, vous hypothéquez votre humanité, mais vous ne le voyez pas parce que ça se fait sournoisement et que les apparences sont trompeuses. Mais ça, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ou on le voit trop tard, ou on ne veut pas le voir. Même aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de le voir, qui refusent de penser que pour retrouver leur humanité et la plénitude, il faut renverser l'ordre marchand. Deuxième chose, la nature est tellement, enfin la force de vie des graines est tellement forte que plus vous en plantez, et plus votre production devient surproduction. C'est-à-dire que vous avez planté des graines, vous avez une production, elle vous nourrit. C'est là où c'est flatteur. Vous dites, c'est génial, j'ai pu à marcher, je me nourris localement. C'est flatteur. En apparence, ça va dans le bon sens. Et qu'est-ce qui se passe? Votre surproduction, la surproduction, c'est donc de la nourriture, disons, vos carottes, vos rangées de carottes, de pommes de terre. La nature en a donné trop par rapport à votre besoin personnel. Donc c'est là. Mais à côté, vous avez des personnes, eux, soit des chasseurs-cueilleurs, soit d'autres personnes qui cultivent autre chose. Vous avez trop de pommes de terre, et lui, il n'en a pas assez. Donc ça crée une tension. Il y a une tension qui se met en place entre cet endroit, là où vous avez produit, où il y a trop, et là où il n'y a pas assez. Vous dites, c'est pas compliqué. Et c'est là que vous commencez à vous rendre compte qu'il y a une logique qui se met en place et qui va déterminer votre mode de vie. Il y a encore, la semaine dernière, je faisais 10 km, je chassais et je cueillais. Et là, maintenant, je vais devoir prendre mes carottes excessives sur le dos et de faire 500 mètres, 1 km, 2 km pour les amener chez quelqu'un qui en a besoin. Alors au départ, vous allez le faire gentiment, en disant il a besoin, je ne vais pas le laisser mourir de faim, etc. Mais le lendemain, vous dites quand même, mais moi je marche, c'est lourd, je ne vais pas continuer à produire, à porter, à faire le transport, sans avoir une contrepartie. Et c'est là que jaillit l'échange. L'échange. C'est que désormais, vous ne produirez plus jamais pour faire bouger votre production, votre marchandise, sans qu'il y ait un objectif de contrepartie et d'échange. Et là vient de jaillir l'échange. C'est pas fini. Mesurez bien que ça jaillit de nulle part. Simplement parce que vous avez planté une graine à cet endroit-là, que vous produisez localement, au lieu de continuer à marcher et cueillir ce que la nature donne généreusement, gratuitement, sans travail. Si ce n'est celui de marcher, de se promener pour cueillir. Là maintenant, votre production est assujettie à l'idée d'une contrepartie. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une révolution d'une violence inouïe, et ça n'est pas fini. Parce que dans la foulée de l'échange, il ne peut pas y avoir un échange, juste un échange. Vous n'allez pas échanger une voiture à 1 000 € contre une Rolls à 1 million d'euros. Et qu'est-ce que ça fait jaillir? Je viens de vous le dire avec l'histoire des voitures dont je viens de parler. Ça fait jaillir quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant, qui est la valeur. Vous associez la valeur. Ça veut dire que je veux bien échanger mon sac de pommes de terre, mais moi j'ai 100 pommes de terre. Il faut qu'en temps de travail nécessaire pour produire ces pommes de terre, l'échange qui vient de jaillir soit équivalent en valeur. Donc il n'y a pas d'échange tout seul. Il y a échange à valeur égale. Et donc on vient de faire jaillir quelque chose qu'on n'a pas, dont on n'est pas maître, qui nous dépasse déjà, qui est déjà un automouvement, qui nous dépasse, on a perdu la maîtrise. On vient de faire jaillir quelque chose qui s'est autonomisé, c'est l'échange dans le respect de la valeur d'échange. Et c'est pas fini.
c'est que vous intégrez l'échange et vous intégrez la valeur d'échange. Votre échange va se faire à valeur équivalente. Mais il y a un moment donné, on va dire, oui, mais moi, pomme de terre contre carotte, ça va bien, mais il y a un truc qui manque, qui permettrait de stocker la valeur, qui permettrait d'avoir une unité stable de la valeur, qui permettrait de faciliter les échanges, et qui permettrait d'avoir ce dont j'ai besoin maintenant, contre quelque chose que j'aurais besoin plus tard, de gérer également l'espace temporel, le décalage temporel entre mon besoin et le besoin de l'autre. Et là jaillit la monétisation de la valeur d'échange. Je résume. Jaillit l'échange. Vous comprenez que rapidement, la valeur d'échange devient une dialectique entre l'échange et la valeur d'échange indissociable. Et comme on ne peut pas échanger des pommes de terre comme des carottes et qu'il faut extrapoler pour que l'échange puisse s'appliquer à tout ce qui est échangeable, on crée la monétisation. La monétisation. La monnaie. Et vous remarquerez que nous, en France, on parle d'argent. Et vous remarquerez que les anglo-saxons ne font pas cet amalgame entre la monnaie et l'argent. Les anglo-saxons, quand ils parlent d'argent, c'est silver. C'est un métal précieux qui a une valeur intrinsèque, d'ailleurs assez stable dans l'histoire du monde, mais c'est intrinsèquement avec une valeur. On n'est pas dans l'abstraction de la monétisation. Monnaie, monnayer, c'est quelque chose de plus abstrait. C'est quelque chose de plus évaporeux. Ça n'est pas lié à la matière précieuse qui est intrinsèquement avec une valeur contenue en elle. La monétisation, on est déjà dans quelque chose d'abstrait. On est dans une relation sociale aliénatoire. Et donc, vous avez assisté à l'accouchement, à partir d'une graine qu'on a plantée là, du concept d'échange, du concept de valeur d'échange et du concept de monétisation. Et à ce stade embryonnaire, l'homme avait encore la maîtrise, il avait encore le pouvoir sur sa vie, de pouvoir dire non, moi je continue à chasser, moi je continue à cueillir. Comme encore aujourd'hui, il y a des gens qui se reculent à certains endroits très très rares où ils peuvent encore vivre en ermite, en dehors du monde marchand, de la société. C'est encore possible, peut-être avec beaucoup d'efforts. Enfin, je dis que c'est possible. Finalement, quand j'y pense, j'en doute, ça me paraît tellement... Où aller, enfin bon, c'est pas l'objet du... Je viens de vous économiser une digression. Je prends volontairement du temps sur ce qui vient de jaillir dans l'histoire du monde, parce que c'est... Si vous comprenez ça, à partir de maintenant, vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre. Parce que c'est la clé de la compréhension de tous nos mots d'aujourd'hui. Parce qu'à ce moment-là, vous avez encore le pouvoir sur la monnaie, maîtriser l'échange. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, 5000 ans après, nous nous soumettons à la marchandise, au concept d'échange. Nous exigeons qu'il y ait une contrepartie, donc il y a forcément un échange. Le don gratuit maintenant, à part le cadeau de Noël qu'on fait à ses enfants, je veux dire, qu'est-ce qui reste en don gratuit? C'est même suspect. Quand vous donnez quelque chose gratuitement à quelqu'un, c'est suspect. On dit, il y a une arrière-pensée, machin. On en est là. Et bien sûr, nous courons tous après quoi? Après la monnaie. Après la monnaie. Ça veut dire que notre survie passe par la monnaie. Passe pas par le respect de la nature, pour la maintenir toujours en situation de nous fournir en abondance ce dont on a besoin pour survivre. C'est fini. Aujourd'hui, nous nous soumettons à la monnaie, qui au départ était un outil dont nous avions la maîtrise. Nous pouvions même nous en affranchir. Non, ce monde de la monnaie, de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je retourne au village où il y a encore une communauté, où je vais vivre dans les bois, etc. Il y avait encore des espaces pour faire ça. Maintenant, c'est fini. Tout est privatisé. Vous ne pouvez plus vous enfuir nulle part.
Et c'est pour ça que l'esclavage a été pas aboli, s'est effondré par lui-même. Parce que le champ de coton, c'est la terre entière aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de mettre de barbelés. Vous comprenez? Et donc, la monnaie s'est autonomisée et nous sommes les esclaves de la monnaie. Voilà. Donc, j'ai dû vous parler de tout ça pour en revenir, pour que vous ayez maintenant une vision, quelques clés de compréhension. J'espère que même ceux qui sont les plus hostiles à ce que je dis feront l'effort de comprendre. Faites-vous violence, même si vous avez des raisons de ne pas apprécier ce que je dis, ou vous n'êtes vraiment pas d'accord, enfin, peu importe. Ceux qui prendront ce que j'ai dit juste comme un outil de compréhension, maintenant je vais pouvoir revenir au Christ, parce que c'était l'objet. Mais je ne pouvais pas vous parler du Christ, de mon Christ tel que je le comprends, sans vous expliquer tout ça. Et là encore, pendant que je vous parle, j'essaie de gagner un petit peu de temps, parce que honnêtement, je fais ça à vue, je navigue à vue, et c'est le moment où je dois vous parler du Christ, de revenir aux fondamentaux. Par quel bout commencer ? Comment réhabiliter le Christ radical des origines en faisant abstraction de tout ce qu'on a raconté depuis si longtemps ? J'aurais pu ouvrir d'autres portes, mais je choisis celle-ci. Vous savez que le Christ arrive à Jérusalem, et il voit un marché, bon, on dit le temple, où il y a des marchands avec des colombes, et il y a des marchands qui exhibent les marchandises. Et il se met en colère et il renverse les tables, il renverse les chaises, et il chasse les marchands. Et d'ailleurs, on dit le Christ chasse les marchands du temple. Et si vous tapez juste cette phrase clé sur Google, vous allez voir, on vous explique qu'il renverse les tables, les chaises et il chasse les marchands. Ça, c'est parole d'évangile. Et bien, c'est toute la différence qu'il y a entre ce que le Christ a vraiment dit et fait et ce que l'on dit qu'il a dit et fait. Et ça va expliquer pourquoi, à un moment donné, les premiers chrétiens étaient un problème, et pourquoi, à un moment donné, ils sont la solution pour que l'État se renouvelle et survive. Oui. Pourquoi, quand vous tapez sur Google « Le Christ chasse les marchands du temple », on vous dit, et je répète volontairement, parce que c'est d'une extrême importance, il renverse les tables et les chaises et chasse les marchands. On vous dit, le problème, c'est cette chaise qui est là, posée là. Il faut la renverser, c'est une solution puisqu'il le fait. Cette table qui est là, qui mettait en valeur la marchandise, cette table était un problème, il l'a renversée. Les marchands, les hommes qui étaient là, il les a chassés, c'était un problème. Ceux-là. Donc le problème, tel que la version officielle de la parole du Christ, c'est que le problème, c'était les tables, les chaises et ces marchands-là, ou même les marchands en général. Ça ne change rien. Comment pouvez-vous imaginer une seconde que le Christ n'ait pas pu faire l'analyse que moi je fais maintenant et qui est d'une simplicité enfantine? Il n'a pas pu s'en prendre aux marchands, même s'il l'a fait. Il n'a pas pu s'en prendre aux tables et aux chaises, même s'il les a renversées. C'est pas ça qui est important. Si vous écoutez cette version au premier degré, il n'y a pas d'envolée conceptuelle. On vous dit, il renverse les tables, il renverse les chaises et il chasse les marchands.
Donc c'est l'étable, les chaises et ces marchands-là qui posent problème. Sous-entendu, remplaçons cette chaise, remplaçons cette table peut-être par une table différente, parce que celle-là ne va pas, il l'a renversée. Ou alors ces marchands-là posaient problème. Ou peut-être même que la façon de faire du commerce, à ce moment-là, posait problème, et peut-être même que ces marchands-là qu'il a chassés, je dirais, symboliquement, ils s'en prenaient à tous les marchands de l'époque. Sous-entendu, cette façon de faire du commerce ne convient pas au Christ. L'interprétation à partir de ce qui est écrit aujourd'hui de cet épisode, même quand on est le plus radical en se basant sur ce qui est écrit, ça nous amène à ça, rien de plus subversif. Et en fait, c'est pas subversif. On vous explique en gros que c'est pas la bonne chaise, c'est pas la bonne table et c'est pas les bons marchands. Mais le Christ n'a pas pu dire ça. Il n'a pas pu dire ça. La seule chose qu'il ait pu dire, c'est « à bas l'ordre de la marchandise, quels que soient les marchands, d'aujourd'hui, de demain, d'hier ». Le problème n'est pas les hommes qui mettent en mouvement la marchandise, puisqu'ils sont eux-mêmes esclaves de l'ordre marchand. Je l'ai expliqué tout à l'heure avec les champs de pommes de terre, etc. On est tous soumis à la valeur d'échange qui nous ordonne de faire ce que nous devons faire. Donc ce n'est pas une histoire de personne. Et encore moins de chaises et de tables. C'est pas une histoire de personne. C'est la marchandise qui s'est autonomisée qui nous met en esclavage. La question, c'est pourquoi la version officielle de ce que le Christ a fait aujourd'hui et encore aujourd'hui a été épurée de sa subversion, de son sens radical, à bas la marchandise. À bas la marchandise. C'est ça que le Christ a dit. Il n'a pas pu dire autre chose. Et en aucun cas, on peut réduire sa parole à renverser des chaises parce que cette chaise-là n'est pas adaptée, ou cette table n'est pas adaptée, ou ces marchands qui étaient là n'étaient pas adaptés. Il faut les chasser et, sous-entendu, éventuellement même remplacer-les par quelqu'un d'autre, par d'autres marchands qui vont faire le commerce différemment, qui vont faire un commerce équitable, qui vont faire un commerce plus respectueux de l'environnement, un commerce où il y aura moins de taux d'intérêt, un commerce où il y aura des produits de meilleure qualité. Non, tout ça est renversé par le Christ. La question, c'est pourquoi la parole du Christ qui abolit la marchandise conceptuellement, radicalement, n'a plus sa place aujourd'hui. Parce que son message a été retourné, déradicalisé. Sa parole incendiaire a été neutralisée. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la parole du Christ est un problème quand on est au contact du Christ, avant que l'appareil d'État le travestisse pour le rendre compatible avec l'ordre marchand et l'État. Et tout le travail de l'État, c'était d'avoir à sa droite, de l'empereur, des fonctionnaires dont le travail est de réécrire en permanence le message du Christ pour qu'il soit compatible avec l'ordre marchand. Quand le Christ dit « à bas la marchandise », on va dire il a renversé des tables, des chaises, il était énervé, il s'est mis en colère, il y avait 3 vendeurs de colombes, il les a mis dehors. Parce que peut-être que les prix étaient trop faibles, ou les prix étaient trop forts, ou peut-être qu'il maltraitait les colombes, etc. Il faut mettre un vendeur qui fasse un commerce plus équitable, plus respectueux. Non. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que c'est fondamental. Voilà pourquoi les premiers chrétiens qui disaient, le Christ a dit, abat la marchandise, toutes les marchandises, quels que soient les lieux, quels que soient les temps. C'était un problème. Parce que Rome vivait de la rente foncière, Rome vivait de la marchandise, du mouvement de la marchandise, comme tous les États encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, il faut retourner la parole du Christ original pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Voilà pourquoi les premiers chrétiens étaient persécutés. Et voilà pourquoi, 300 ans plus tard, Rome s'appuie sur la vague d'amour planétaire qui s'empare des hommes par rapport à ce que le Christ incarne, s'appuie sur cette volonté de restaurer le monde du Christ
à l'image de ses enseignements et de sa parole, de s'appuyer dessus, mais en le travestissant. Mais l'État est une métastase de la marchandise, de l'ordre marchand. Jamais l'État ou ses fonctionnaires ou l'Église assise à droite de l'empereur ne pourra restaurer la parole incendiaire, anti-marchande, radicale du Christ. Ça n'est pas possible. Alors comment faire pour s'appuyer sur sa popularité, pour asseoir son pouvoir politique, sans avoir le potentiel insurrectionnel de sa parole? Eh bien, il faut travestir, retourner, falsifier sa parole. Voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, j'avais vu un petit reportage sur Hugo de Chavez avant qu'il ne décède, que vous pouvez retrouver, où il parle du Christ et il dit « Je parle du Christ radical, je ne parle pas du Christ de la bourgeoisie ». Donc il y a bien le Christ compatible avec la valeur d'échange, compatible avec nos intérêts, et il y a le Christ radical qui était pour l'abolition de toute la valeur d'échange, parce qu'il avait dit « vous serez en esclavage ». Deuxième porte que j'ouvre par rapport au Christ, où je vais essayer de montrer le retournement de sa parole par les organisations étatiques, par l'État, toujours l'État. Enfin, l'État ou la marchandise, c'est pareil. Oui, j'ai dû faire une pause parce que j'ai eu une petite perte de mémoire, je me souvenais plus. La deuxième chose, c'est... Bon, moi, j'ai pas fait de catéchisme, et je pense que la plupart d'entre vous non plus, et vous n'avez pas de culture religieuse, etc. Et d'ailleurs, je m'empresse de dire que ceux qui ont la foi, qu'ils ne se sentent pas offensés par ce que je dis. Là, je ne parle pas de la foi, je suis quelqu'un qui pense. Et d'ailleurs, ne préjugez pas de ce que je crois ou pas, je ne parle pas de ma croyance, c'est de l'ordre de l'intimité, et je ne parle pas de ça ici, et donc je ne mets pas ma croyance sur la table aujourd'hui. Donc si vous êtes croyant et sensible et peut-être heurté par certaines choses que je dis, mettez votre croyance de côté. Je ne parle pas de croyance, je parle juste de pensée, je pense. J'articule de la pensée, donc vous êtes tout à fait libre de croire ce que vous voulez. Je vous respecte pour ça infiniment, c'est pas du tout ça. Deuxième chose... Même ceux qui n'ont pas de culture, je dirais, des évangiles, qui n'ont pas étudié la religion, enfin la parole du Christ remaniée par les officines étatiques, on va dire ça comme ça. Il y a un événement également qui est très important quand le Christ dit « Vous ne pourrez servir de maître, soit vous adorerez l'un et vous haïrez l'autre, etc. » Mais ça, c'est une phrase que je connais depuis très très longtemps, et je me dis, bah oui, il parle des patrons, on peut pas, on peut pas servir de patron, de maître, de patron, on peut pas travailler pour deux personnes différentes. Enfin, moi qui n'ai pas de culture comme vous, spécialement je veux dire, on comprend pas de quoi il parle, on sait pas, et c'est d'autant plus dommage que c'est une des paroles les plus importantes de l'histoire du monde. Quand on remonte à sa parole originale. Parce que je vous rappelle que c'était en Judée, mais bien après les conquêtes d'Alexandre, et qu'en Judée, on pensait grec, on était grec. Et c'est pour ça que le Christ s'est révolté contre l'Ancien Testament, parce qu'il pensait. Il ne récitait pas, il n'était pas dans le dogme. Il pensait et il abolissait, comme moi, j'ai accueilli une parole docilement comme enfant, sous l'autorité de l'État, de mes parents, etc., de la société. Et puis quand on commence à penser, on se dresse et on renverse tout. Donc, le Christ n'a pas pu dire « Vous ne pouvez servir de maître, et l'un vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre ». Ça n'a aucun sens. Enfin, je me trompe peut-être que c'est un peu peut-être que j'ai pas les bonnes phrases, etc. Et moi, je n'ai pas étudié, mais de mon point de vue, avec mon analyse personnelle, je pense que ce qu'il a dit, c'est « Vous ne pouvez pas servir de maître et l'argent, la marchandise, la valeur d'échange sera toujours votre maître. » Et pour purifier encore plus cette pensée, c'est de dire « Vous ne pouvez pas être et avoir. »
Et là, ça rebondit avec une vidéo que j'ai faite où j'ai parlé du fait que quand on reçoit de l'avoir, quand on s'approprie quelque chose, on a l'impression d'avoir un enrichissement, mais qu'il y a une écriture de compensation où on se, où on se déleste, où on se soumet, où son être se soumet et donne de la soumission. Qui est une contrepartie. L'avoir, la contrepartie, c'est la soumission. La soumission, ne serait-ce qu'au temps nécessaire pour gagner l'argent. C'est de la vie confisquée. Bon, j'en ai déjà parlé. Donc revenons à cette parole du Christ. Il n'a pas pu dire quelque chose dont on ne comprend rien. Vous ne pouvez servir deux maîtres et soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Mais enfin, ça n'a pas de sens. Alors qu'il suffit de dire vous ne pouvez pas être et avoir. Si vous croquez le fruit défendu de l'avoir, votre être est en perdition définitivement, c'est tout. C'est facile à dire. Vous voyez, moi, j'ai pas bac plus 50 en philosophie, en théologie. Enfin, je suis juste un petit gars qui a toujours été en échec scolaire, qui a toujours été montré du doigt comme un mauvais élève ou un élève laborieux par l'éducation nationale. Je suis juste un petit gars avec 2 neurones qui fonctionnent, qui s'agitent et qui pensent. C'est tout. C'est tout. Et moi, si j'arrive à produire, dire on ne peut pas être et avoir, le Christ n'aurait pas pu le dire. Bien sûr qu'il l'a dit. Parce que vous ne pouvez pas être et avoir. Au moment où la valeur d'échange se met en mouvement et se met en situation de coloniser le monde entier, c'est d'une subversion infinie. Et là, je comprends qu'on ait donné les premiers chrétiens qui véhiculaient cette parole d'origine du Christ, qu'on les ait donnés à manger au lion, parce que c'est pas possible. Surtout sur un empire romain qui était en déclin et en fin de vie, et qui s'accrochait aux branches. Rappeler la parole du Christ non travestie, ça n'était pas possible. Ça n'était pas possible. Il fallait à tout prix travestir sa parole. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, où la marchandise a tout colonisé, qui, à part moi ici et quelques autres, notamment des gens dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo longue, qui m'ont beaucoup aidé à comprendre toutes ces choses fondamentales, on est très peu nombreux. Voilà. Donc, j'espère que mon discours n'est pas trop décousu, parce qu'encore une fois, c'était spontané, pas calculé. Et je ne pouvais pas vous parler de ces 2 extraits de la parole du Christ sans mettre en perspective sur la longue durée, la révolution néolithique, etc. Tout ce que j'ai abordé ici. Bon, c'est incomplet, mais là, on est déjà, je ne sais pas combien de temps. Et sur TikTok, pareil, je vais mettre quelques minutes, mais le reste sera sur YouTube parce qu'on est sur des formats longs. Voilà, j'espère que le message est passé, que vous avez compris pourquoi les premiers chrétiens étaient un problème pour l'État et pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Vous savez, quand j'ai acheté le château ici, j'ai visité d'autres châteaux. Et pas très loin d'ici, on avait visité un château, bon, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai visité un château de gens qui étaient propriétaires et qui manifestement étaient catholiques. Je peux le dire avec assurance, parce que quand on a visité le château, il y avait encore des meubles, etc. Et au-dessus du lit, il y avait un crucifix. Donc j'en déduis qu'ils étaient catholiques ou culturellement, ou peut-être des gens qui étaient dans la foi catholique, sincèrement. Mais quand on va commencer à négocier les prix, je peux vous dire qu'ils négociaient comme tout le monde, hein. Vous pouvez être catholique, mais l'échange, la valeur d'échange, l'argent, la monnaie, la marchandise, ça compte. Ça compte, quelles que soient les religions. Et je vais terminer là-dessus. Bon, je fais attention parce que les religions, c'est très très sensible. Je sais que je ne voudrais pas qu'il y ait une fatwa sur moi, etc. Demandez-vous pourquoi les chasseurs-cueilleurs ignoraient la religion. Parce qu'ils étaient au paradis. Tant que vous étiez nourris par la terre, qui donnait tout généreusement, c'était le paradis.
Et si vous vivez au paradis, vous n'avez pas besoin d'inventer une religion. Vous avez besoin de vous raccrocher aux branches en mettant en mouvement votre imaginaire, ou même une promesse d'un monde meilleur après. Mais c'est la pire des choses, de se dire je ne peux pas jouir de ma vie ici, alors que c'est le paradis, tant que la marchandise ne le salit pas, cet endroit. Et comme c'est tellement sali, comme tout est moche ici, la vie est infernale, il n'y a même plus de vie, je suis obligé de rentrer dans un contrat commercial avec Dieu, et quelles que soient les religions, avec Dieu, qui me dit, voilà ta part du contrat, tu te soumets, ici, tu fais ce qu'on te demande, tu te soumets à l'ordre marchand ici, et je te promets que demain, après, quand il sera trop tard, quand tu ne seras plus, tu auras accès à un monde meilleur. Quand on en est là, c'est terrible, alors que le paradis est ici. Elle a une troisième petite phrase du Christ qui a été pervertie, transformée, retournée, quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », sous-entendu, exactement ce que je viens de vous dire. Coltinez-vous la mer de marchande ici, et je vous promets mon royaume demain. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », sous-entendu « Mon royaume est ailleurs ». Il a dit « Mon royaume est ici ». Mais dans une disposition des choses du monde différente. Et là, je m'empresse parce que là, cette traduction, elle n'est pas de moi. Elle est de mon maître à penser et je ne souhaite pas donner son nom ici parce que je fais des interprétations et je laisse aller mes analyses à ma personnalité, à ma personne. Ces vidéos sont très personnelles et je ne souhaite pas associer, et sans leur accord d'ailleurs, d'autres personnes qui ont des analyses très proches, qui m'ont beaucoup influencé, qui m'ont permis de faire des sauts qualitatifs en termes de compréhension, en radicalité. Et cette traduction que je viens de faire, le Christ ne dit pas « mon royaume est ailleurs », « mon royaume est ici », mais dans la disposition des choses de ce monde ici différentes, disposition différente des choses de ce monde ici et maintenant. C'est un gros travail. Bon, peut-être qu'en communication privée, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner les liens, où il y a une traduction des évangiles depuis le grec. Parce qu'il y a eu le grec, il y a eu le latin et il y a le français. Et à chaque fois, on a éteint l'incendie christique pour le rendre compatible avec l'ordre marchand. Donc aujourd'hui, il n'en reste plus rien. Tout est falsifié. Toutes ces traductions sont des falsifications. D'ailleurs, le Christ n'a rien écrit. Dans les religions, vous avez des textes. Le texte dit la domination. Tordre le bras de l'humanité avec les Écritures, les commandements, les instructions, les contrats. Le Christ n'a rien écrit, n'oubliez pas. Il n'a rien écrit. Il n'a pas commandé quoi que ce soit, aucune instruction. Il n'a pas bâti d'église. Il a même dit « il n'y a de pierres qui ne seront renversées ». Comment quelqu'un qui dit « il n'y a de pierres qui ne seront renversées » peut être l'instigateur de bâtir des églises? Ce n'est pas possible. Les Écritures, le bâti, c'est de l'ordre du marchand. Il faut qu'il y ait des endroits où on vous rappelle une parole qui est compatible avec le monde dans lequel nous sommes. Et le Dieu du monde, quelles que soient les religions, c'est la marchandise. Toutes les religions sont compatibles avec la marchandise. Toutes les religions sont compatibles avec la marchandise pour une raison simple, c'est que c'est la marchandise qui a fait jaillir les religions. Aucune religion ne veut l'abolition de la marchandise. Seul le Christ, quand on remonte aux sources depuis le grec de sa parole, en remettant les mots avec le sens des mots de l'époque, avec le grec, dans le monde grec, remettre les mots avec le sens de l'époque, pour que tout ça fasse sens et résonance.
Le Christ n'a pas créé de religion. Joyeux Noël à tous!